Au cours du court passage de l'humanité sur cette terre, la guerre est passée d'un bain de sang chaotique à une science rigoureuse. Elle repose sur des réactions chimiques délibérées, le contrôle des machines et la création de dévastation. Nous sommes devenus si à l'aise avec notre contrôle sur une telle science que nous oublions que les armes que nous manions sont à quelques secondes de la catastrophe à tout moment. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons examiner un cas tragique de ce qui se passe lorsque nous perdons le contrôle de nos propres armes. C'est l'histoire de l'incendie mortel de l'United States Ship Forestal en 1967 qui a eu lieu pendant le rythme des opérations de combat pendant la guerre du Vietnam. Il est devenu clair pour tous les concernés qu'après des décennies de construction de cuirassés de plus en plus grands et puissants, le porte-avions les avait maintenant remplacés en tant que composant clé de toute flotte. Le porte-avions avait la puissance et la polyvalence pour accomplir presque toutes les tâches navales qui lui étaient demandées, et pour projeter sa puissance bien au-delà des côtes de sa nation d'origine. Malheureusement, un porte-avions n'est aussi bon que les avions sur son pont, et dans la période d'après-guerre, la marine américaine s'est retrouvée avec un problème. Pour rester pertinent et recevoir des fonds de Washington, il devait être capable d'opérer des avions à réaction plus récents et plus grands, et finalement adopter un rôle de frappe nucléaire comme leur plus grand rival, l'armée de l'air américaine. La guerre avait doté la marine américaine d'une vaste flotte de porte-avions, mais la plupart d'entre eux pouvaient à peine gérer les avions à réaction de première génération, tandis que seulement quelques-uns pouvaient être convertis pour gérer les jets plus grands, qui étaient alors en développement. Ainsi, en 1951, la marine a obtenu des fonds pour un nouveau porte-avions, un super porte-avions. Déplaçant plus de 81 000 tonnes lorsqu'il est entièrement chargé, le nouveau porte-avions remplacerait le Shinano de la marine impériale japonaise comme le plus grand porte-avions jamais construit et promettait de pouvoir gérer n'importe quel nouvel avion prévu pour apparaître dans les décennies à venir. Représentant la révolution dans les opérations de porte-avions que le navire offrait, car il a été décidé de nommer le vaisseau en l'honneur du premier secrétaire à la défense des États-Unis, James Forrestal. Cela a conduit le navire à recevoir le surnom de Fidelity, Integrity, Dignity pour First in Defense. Et cela s'est ensuite transformé en la devise officielle du navire avec la lettre représentant Fidelity, Integrity, Dignity. Incorporé à la flotte le 1er octobre 1955, Forrestal a intégré toutes les leçons tirées de près de 50 ans d'opérations de porte-avions à cette époque. C'était le premier navire de la marine américaine à présenter un pont d'envol incliné dès la conception, plutôt que d'en avoir un installé plus tard, rendant les atterrissages sur porte-avions nettement plus sûrs, éliminant la peur de s'écraser sur des avions stationnés à l'avant du porte-avions, comme cela avait été le cas sur les navires précédents à pont droit. De plus, le navire a également été conçu avec un système d'atterrissage en miroir pour aider les pilotes à approcher du porte-avions, les aidant à rester sur la bonne voie envers le pont, améliorant encore considérablement la sécurité lors des atterrissages, tandis que des catapultes à vapeur ont été incorporées pour aider les nouveaux jets plus lourds à décoller avec une charge utile d'armes et de carburant. Forrestal était donc à la pointe de la technologie navale à la fin des années 50 et dans la tension croissante avec l'Union soviétique alors que la guerre froide entrait dans sa deuxième décennie, le navire a effectué plusieurs croisières à travers le monde afin de démontrer la puissance militaire de la marine moderne des États-Unis. La puissance de Forrestal n'a fait qu'augmenter avec l'ajout d'avions de guerre encore plus puissants au début des années 1960 comme le brut McDonnell Douglas F-4B Phantom II. Démontrant véritablement la polyvalence du porte-avions, la marine américaine a également testé l'atterrissage d'un Lockheed 600, 30 Hercule sur son pont, ces essais étant d'autant plus spectaculaires que l'avion de transport n'avait pas de crochet de queue pour attraper les câbles d'arrêt qui arrêtent normalement un avion de porte-avions. Bien sûr, toutes ces capacités n'étaient là pas pour le spectacle. C'était pour exercer l'influence militaire des États-Unis sur la scène mondiale et aider à contenir la propagation du communisme. À cette fin, en 1964, Forrestal a été envoyé pour soutenir un coup d'État militaire au Brésil dans le cadre de l'opération Brother Sam. L'objectif était de chasser le président brésilien du pouvoir, que les États-Unis craignaient qu'il mène son pays sur la voie de devenir une autre Cuba, et de le remplacer par une dictature militaire pro-américaine. L'opération a réussi sans que Forrestal ne lance un seul avion, le porte-avions et ses escortes étant officiellement au large de l'Amérique du Sud dans le cadre d'un exercice d'entraînement. Puis, en 1967, il a été annoncé que le porte-avions devait appareiller de sa base à Norfolk en Virginie et se diriger vers le golfe du Tonkin au large du Vietnam.
À bord se trouvait le lieutenant-commandant John McCain, aviateur naval de 30 ans, qui avait été affecté à piloter des Skyhawks A4E et qui, avec ses camarades aviateurs, participerait à l'opération Rolling Thunder, la campagne de bombardement soutenue contre le Nord-Vietnam. Arrivant sur place, l'escadron aérien du porte-avions a commencé les opérations avec sérieux et bientôt, la nature frénétique des opérations de combat sur le porte-avions a été ressentie par tous à bord. Les dangers d'un accident survenant pendant cette période mouvementée étaient au premier plan de l'esprit de tous en 1967, car juste l'année précédente, le 26 octobre 1966, le porte-avions United States Ship Oriskany a subi un incendie effroyable lors d'opérations de combat lorsqu'un marin a accidentellement allumé une fusée au magnésium. Pris de panique, il a jeté la fusée dans son casier plutôt que par-dessus bord, ce qui a à son tour enflammé d'autres fusées. L'incendie a coûté la vie à 44 marins et forcé le navire à rentrer aux États-Unis pour réparation. Le matin du 29 juillet 1967 a commencé comme les 4 jours précédents, avec un rythme d'opération élevé sur le pont. C'était le 5e jour d'une série intense de frappes et tombes contre le Nord-Vietnam et la 2e ayant lieu ce matin-là lorsque le lieutenant-commandant McCain a été attaché à son A4E alors qu'il était garé sur le côté bâbord du pont arrière du porte-avions. À côté de lui se trouvait le pilote de A4, le lieutenant-commandant Fred Sink Sanswhite, tandis qu'en face, sur le pont derrière la structure de l'île du porte-avions, se trouvaient 7 F-4B et 2 avions de reconnaissance nord-américaine RA-5C Vigilanta. S'attachant aux F-4B, le plus à l'arrière, se trouvait le pilote lieutenant-commandant James E. Banger et son officier d'armement, lieutenant de première classe Lawrence E. McKay du escadron de chasseurs 11. Le nez de leur Phantom pointait dans la direction des Skyhawks de McCain et White à environ 1051 heures quand ils ont déconnecté l'avion de l'alimentation électrique du navire pour passer à leur alimentation à bord. À ce moment-là, une surtension s'est produite, qui a traversé les systèmes de l'avion, provoquant le tir d'un des armements du Phantom, une roquette Zuni Mark 32 de 5 pouces. La roquette a traversé le pont d'envol, attrapant un marin malheureux sur son passage et lui arrachant le bras avant de frapper l'un des Skyhawks garés en face. Le rapport officiel indiquait que l'arme avait touché le Skyhawk de White. Cependant, dans sa biographie, John McCain affirmait que c'était son avion qui avait été touché. Quoi qu'il en soit, le résultat était le même, car le Zuni a arraché l'un des réservoirs de carburant externe bombés du Skyhawk chargé de carburant d'aviation jet propellant 5, provoquant son déversement sur le pont. Le mécanisme de sécurité du Zuni a empêché son explosion à l'impact. Cependant, son moteur de fusée a enflammé le carburant, créant une boule de feu qui a dévalé le pont et a commencé à consumer les Skyhawks garés, entièrement ravitaillés et bombardés. Attaché à son Skyhawk, McCain a vu la boule de feu rouler sur le pont, laissant un mur de flammes derrière elle. Se rendant compte que sa mission de ce matin était terminée avant même d'avoir commencé, il a immédiatement éteint le moteur Pratt Whitney J52 de son A4E et a commencé à se détacher avant d'ouvrir la verrière et de sortir du cockpit avant que le feu ne puisse consumer son avion. Montant sur la sonde de ravitaillement qui longeait le fuselage avant et dépassait de plusieurs pieds devant le nez. Il a marché le long de celui-ci aussi loin que possible avant de sauter 10 pieds sur le pont dans un effort pour s'échapper. Le carburant enflammé a malheureusement pris son costume de vol lorsqu'il a atterri et il a commencé à éteindre les flammes avec fureur. Sa première pensée a été de courir vers la sécurité pendant que les équipes de lutte contre l'incendie du navire intervenaient, mais il a vu un autre pilote blessé tituber loin des flammes, alors il est allé l'aider. D'abord avant de fuir vers l'île du porte-avions. D'autres pilotes de A4 tentaient également de fuir les flammes avant que leurs avions ne soient consumés par celles-ci. Le lieutenant de vaisseau junior Dom Bainworth a également sauté de son Skyhawk et s'est blessé au genou en tentant de fuir, ce qui l'a fait boiter pour s'éloigner. Le lieutenant de vaisseau junior Whip Wilson a également réussi à s'échapper de son avion avant d'informer les équipes de pompiers qu'il n'était ni calé ni attaché au pont et qu'il était simplement maintenu en place par ses freins, ce qui signifiait qu'il y avait un danger très réel que l'avion roule, soit par-dessus bord, soit vers les fantômes garés en face. Cependant, tous les pilotes de Skyhawk n'ont pas eu autant de chance. Le lieutenant David Dolahide a rappelé plus tard qu'après avoir échappé au feu, il s'est retourné et a vu l'horrible spectacle d'un pilote piégé dans son cockpit alors que les flammes engloutissaient l'avion. Des alarmes ont rapidement retenti dans le navire, signalant un incendie sur le pont d'envol.
Mais dans le monde confiné de la vie sous le pont à bord d'un porte-avions, de nombreux marins pensaient qu'il s'agissait d'un exercice et étaient perplexes quant à la raison pour laquelle un tel exercice avait lieu pendant le lancement prévu d'une frappe aérienne. Ce n'est qu'en atteignant le pont d'envol qu'ils ont réalisé que c'était réel et n'arrivaient pas à croire au carnage qu'ils voyaient. Alors que les équipes de pompiers luttaient pour maîtriser les flammes, des ordres ont été donnés par le chef d'aviation du porte-avions, le commandant David B. Lemba, pour déplacer les avions intacts le plus loin possible afin de les épargner du feu. Alors que de la mousse et de l'eau étaient à projeter sur le feu, les spécialistes des munitions savaient qu'il s'agissait maintenant d'une course contre la montre pour éteindre les incendies avant que les bombes chargées sous les Skyhawks en flammes n'explosent à cause des flammes. Selon leur connaissance, il faudrait environ 10 minutes pour que leurs enveloppes fondent et que les flammes atteignent le noyau explosif. Alors que le chef Gerald W. Farrier prenait le commandement de l'équipe de contrôle des dommages numéro 8 et revêtait ses vêtements de protection, il a observé une bombe de 1000 livres tomber d'un Skyhawk en flammes et atterrir en plein dans une flaque de carburant d'aviation en flammes. Ils ont donc immédiatement commencé à la pulvériser avec du Purple K, un produit chimique anti-incendie, mais c'était en vain. 1 minute et 36 secondes après que la roquette ait frappé l'avion garé, l'enveloppe de la bombe s'est fissurée, permettant au feu d'atteindre les explosifs qui ont rapidement détonné. 35 hommes, dont Farrier, ont été tués dans l'explosion tandis que 27 autres ont été blessés alors que le pont arrière du Forrestal devenait un enfer brûlant sur l'eau. La détonation de la bombe a détruit ce qui restait des avions de White et McCain et a fait un trou dans le pont, provoquant l'infiltration du feu dans le hangar en dessous où des dizaines d'autres avions étaient garés. La détonation a marqué le début d'une série de bombes qui ont explosé sous l'effet de la chaleur et des flammes, les équipes de pompiers étant presque impuissantes à les arrêter. En l'espace de 5 minutes, 9 autres bombes, dont la plupart pesaient 1000 livres, ont explosé en succession rapide, détruisant les Skyhawks et les Phantoms opposés. Les détonations ont fait d'autres énormes trous dans le pont d'envol, tandis qu'une bombe a tué au moins 50 marins qui dormaient dans leur couchette lorsque l'alarme a retenti, ayant terminé leur service de nuit. Craignant d'autres détonations, des ordres ont été donnés pour que le plus d'armement possible sur le pont soit retiré et jeté à la mer le plus rapidement possible. Des bombes, des roquettes et des missiles guidés ont été retirés de leurs avions et jetés par-dessus bord. Dans certains cas, des bombes ont été réellement roulées hors du pont. Avec autant de carburant, jets propellants, 5 alimentant les incendies, il faudrait presque 1 heure pour maîtriser le feu sur le pont d'envol et encore 30 minutes pour l'éteindre. Cependant, sous le pont, divers petits incendies continuaient de brûler et il faudrait presque une journée entière avant que le dernier ne soit localisé et éteint. Une fois l'incendie maîtrisé, l'équipage du Forrestal a pu évaluer les dommages. 20 avions avaient été détruits et le pont d'envol était devenu inutilisable. Pire encore, 134 marins et aviateurs avaient été tués et des dizaines d'autres blessés ou gravement brûlés, ce qui en fait la perte de vie la plus grave à bord d'un porte-avions depuis la Seconde Guerre mondiale. Le navire a tant bien que mal atteint la baie de Subic aux Philippines pour des réparations temporaires avant de rentrer chez lui à Norfolk en Virginie. Malgré son retour en service l'année suivante, le Forrestal n'est jamais retourné au Vietnam. Un conseil d'enquête a déterminé que la raison pour laquelle la roquette Zuni a été tirée involontairement était due à une goupille de sécurité conçue pour empêcher un tel lancement accidentel qui s'est libéré soit à cause de vents forts, soit pendant l'activité de préparation des avions pour le combat. Ils ont également identifié 2 autres défauts électriques dans le lanceur de la roquette et le pylône sous le Phantom qui ont contribué à l'incident. Incroyablement, plus d'1 an et demi plus tard, une autre roquette Zuni a infligé de lourds dégâts à un autre super porte-avions américain, cette fois le United States Ship Enterprise à propulsion nucléaire. Le 14 janvier 1969, alors qu'il naviguait au large d'Hawaï, l'Enterprise se préparait à lancer des avions armés de roquettes univivantes lorsqu'un échappement d'une unité MD, 3 AUFR, une unité de chauffage mobile de tracteurs utilisée pour réchauffer les moteurs à réaction, a allumé une roquette Zuni sous l'aile d'un Phantom 2F4. L'explosion et l'incendie qui en ont résulté ont allumé 3 autres Zuni avant qu'une bombe de 227 kg n'explose, une situation qui reflétait étrangement l'incendie de la forêt et avec l'incendie de l'Orascani en 1966, a soulevé de sérieuses questions sur le bilan de sécurité et les procédures de la marine. Malheureusement pour le Forester, l'incendie de 1967 n'était pas la dernière fois que le feu s'emparerait du navire.
Le 8 avril 1978, un incendie s'est déclaré dans la salle des machines du porte-avions lorsque la vapeur a apparemment enflammé l'isolation environnante, mais dans ce cas, l'équipage a rapidement éteint les flammes et limité les dégâts. Pourtant, incroyablement, le 11 avril, un autre incendie a éclaté, cette fois à l'un de ces catapultes à vapeur. Et celui-ci a été rejoint par un deuxième incendie situé dans un entrepôt. Encore une fois, l'équipage a réagi professionnellement et a maîtrisé les incendies avec un minimum de dégâts à temps, mais un autre incendie a causé 2 500 000 de dommages en 1989. Et tous ces incidents ont conduit à donner au porte-avions des surnoms peu flatteurs de United States Ship Forêt en Feu ou United States Ship Zippo, ce dernier en référence à la marque populaire de briquets à cigarettes. Ces incidents mis à part, le Forrestal a continué à avoir une carrière mondiale réussie, bien qu'il ait manqué de peu de participer à l'opération Tempête du désert en 1991, avant d'être désarmé le 11 septembre 1993. Malgré les efforts pour transformer le navire en musée, ceux-ci ont échoué et le navire a finalement été démantelé en 2015. Quant au lieutenant-commandant John McCain, il a volontairement été transféré sur le United States Ship Oriskany plutôt que de rentrer chez lui avec le Forrestal et à continuer les opérations de combat. Juste 3 mois après l'incendie, son Skyhawk a été abattu et il a été fait prisonnier par les Nord-Vietnamiens. Il faudra 5 ans avant qu'il ne soit libéré et par la suite, il a eu une carrière réussie en politique américaine, manquant de peu de devenir président des États-Unis en 2008. Et voilà la tragédie de l'incendie de l'United States Ship Forrestal. Laissez un commentaire avec vos réactions et pensez à liker et vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous verrai la prochaine fois.